et la prise en charge des phénomènes immunologiques et le positionnement de certaines explorations invasives comme les biopsies transbronchiques. Donc le professeur François Stéphan, qui est chef de service de réanimation, va vous apporter son éclairage. Comment tu passes comment ça s'affiche? Alors ça va apparaître. Ah, c'est vous, d'accord. C'est moi qui suis un petit peu en retard. Voilà. Ça va arriver, heureusement. Je vais modifier un peu le système. C'est parti. Merci, bonjour à tous. Merci Jérôme pour cette introduction. Donc effectivement, on va traiter de l'intérêt des biopsies pulmonaires qui est un geste hautement invasif quand même. Ce d'autant chez les patients de réanimation qui peuvent avoir non seulement des défaillances, plusieurs défaillances viscérales, des troubles de l'hémostase, éventuellement une anticoagulation curative. Et puis on terminera devant l'entité qui est le dommage alvéolaire et qui est l'entité anatomopathologique du DESDRA. Alors, juste pour vous rappeler, je ne sais pas si déjà vous avez eu ces diapos, c'est les dernières de du l'ISHLT. Donc, juste pour vous faire voir que quasiment maintenant, les transplantations pneumopulmonaires sont évidemment bien largement devancées par les transplantations bipoumons et que depuis maintenant 3-4 ans, on a l'impression qu'on arrive quand même un peu à un plateau concernant l'augmentation des greffes bipulmonaires. Par rapport à ça, ça, ce sont les greffes cœur-poumon. Et vous voyez que les greffes cœur-poumon sont en nette décroissance également, avec aussi l'atteinte d'un plateau. Je pense que vous avez ou que vous aurez un cours sur comment on a switché des transplantations cœur-poumon vers les transplantations bipoumon, en particulier pour les hypertensions artérielles pulmonaires et les syndromes parfois d'Eisenmenger. Et ceci pour vous faire voir que les différentes étiologies qui sont les différents diagnostics qui peuvent conduire à une transplantation mono ou bipoumon. Et vous voyez que sur Maryland Long, en tous les cas, notre spécificité, c'est de faire beaucoup de transplantations pour hypertension artérielle pulmonaire qui compte quasiment pour 50 à 60% de nos indications. Donc effectivement, c'est surreprésenté ici, mais quand vous regardez le pourcentage au niveau international, ça représente qu'une très faible part des indications de transplantation. Pour vous montrer que la survie entre les bipoumons et les monopulmonaires, il n'y a pas photo entre la survie. Et ceci, c'est pour vous montrer également que le problème immunologique, en particulier le rejet, quel qu'il soit, c'est-à-dire s'il a été traité ou pas, vous voyez que globalement, quand même, ça fait à peu près 30% des patients vont être confrontés à un moment donné ou un autre de leur évolution à un phénomène de rejet. L'induction, maintenant, vous voyez que maintenant, c'est plus de 60% des patients qui ont une induction lors de la transplantation. Et vous verrez qu'à Maryland Long, bien qu'on en fasse un peu plus, pendant des années, nous n'avons pas fait de protocole d'induction. Et vous voyez également en fonction des décennies que maintenant, ces dernières années, c'est plus de 80% des patients qui bénéficient d'une induction d'immunosuppresseurs. Voilà, alors, on va s'intéresser, nous, généralement, c'est au cours du premier mois. Vous voyez qu'au cours du premier mois, ça, c'est les étiologies des décès en réanimation au cours du premier mois. Vous voyez que finalement, les rejets, c'est assez peu. Ça concerne moins de 3% des patients, alors que les problèmes infectieux comptent pour quasiment 20%. Évidemment, il y a l'atteinte du greffon qui compte quasiment pour un quart des étiologies, et puis l'apparition de syndrome multiviscéral qui compte pour 15% des étiologies de décès.
Donc ça, c'est pour vous représenter un peu au cours du temps. Et vous voyez que nous, au départ, c'est vraiment les infections et tout ce qui est problème cardiovasculaire qui va dominer. Pour vous montrer aussi tous les facteurs de risque de mortalité à 1 an, et vous voyez que l'hypertension artérielle pulmonaire reste un facteur de risque de mortalité. Alors, si on en vient proprement à notre sujet, après cette brève introduction sur les données générales, donc les biopsies transbronchiques, l'intérêt c'est d'affirmer un diagnostic suspecté cliniquement. Et surtout pour nous, c'est de cibler la prescription d'un traitement qui est à fort potentiel d'effets secondaires. Et puis il faut que cet examen hautement invasif puisse entraîner une modification thérapeutique et puis entraîner quand même une curabilité du diagnostic confirmé. Alors évidemment, il y a une balance bénéfice-risque qui est à prendre en compte, en particulier chez des patients qui en post-opératoire immédiat sont souvent très hypoxémiques, ont des troubles de l'hémostase, la coexistence de défaillances multiviscérales, et puis les complications ne sont pas anodines. Il y a l'hémoptysie qui est quand même la complication la plus redoutable parce que c'est pas facile de traiter les hémoptysies importantes supérieures à 200 ml quand elles sont actives. Le pneumothorax, il faut agir très vite et puis ça peut aggraver une hypoxémie qui est déjà problématique. Alors, en pratique, quand est-ce qu'on se pose la question de réaliser des biopsies? C'est assez simple. On est devant un patient qui présente une image radiologique de novo, d'apparition récente ou persistante, et associée à une dégradation clinique. Et généralement, on va regarder ce qui peut expliquer ça. La première chose à faire, c'est de regarder si le patient a pris du poids après sa transplantation, s'il a des œdèmes. Cela, c'est assez facile. On va mettre des diurétiques ou on va mettre en place une épuration extra-rénale pour essayer de le dépléter. Et si après avoir bien conduit ça, vous avez toujours la persistance de l'image et la dégradation clinique, à ce moment-là, on va se poser la question s'il n'y a pas un phénomène infectieux coexistant. Et la coexistence d'un phénomène infectieux, à ce moment-là, on va réaliser une fibrobronchique et un LBA. 2 catégories. Il y a des arguments pour une infection pulmonaire. Le diagnostic de pneumopathie est posé. On va traiter la pneumonie et on réévaluera après la réponse au traitement. Ou bien il n'y a pas d'argument à l'examen direct, mais la culture est positive. À ce moment-là, on est aussi dans le cadre de la pneumopathie. Au contraire, il n'y a rien. Et à ce moment-là, on va aller s'orienter vers la réalisation de biopsies transbronchiques. Donc ça, c'était un peu notre expérience sur les pneumopathies dans le cadre de ces fameuses apparitions d'images avec dégradation clinique. Et donc, quand on prend la littérature, c'est à peu près 30 à 65% des patients transplantés qui vont développer une pneumopathie nosocomiale dans les 2 semaines suivant leur transplantation. Ça va évidemment dépendre, selon la littérature, de la maladie initiale, des critères diagnostiques utilisés, des protocoles d'immunosuppression utilisés, et puis de l'antibioprophylaxie. Alors, dans cette série espagnole, c'était où il y avait près de 60% de BPCO et de fibrose, il y avait 1/4 des patients qui développaient une pneumopathie. Vous voyez que dans notre expérience locale, où c'est plutôt 60% d'HTAP, eh bien là, il y avait 47% des patients, près de la moitié des patients vont présenter une pneumopathie. Alors, pourquoi? Eh bien, probablement parce que le patient greffé, il y a déjà la pousse bactérienne va être favorisée par l'ischémie du greffon, la perte du drainage lymphatique, l'altération de la clairance des sécrétions respiratoires, et en particulier due à la dénervation et à la perte de la fonction mucociliaire au départ,
Et puis en transplantation monopulmonaire, souvent, on laisse en place un des poumons et celui-ci peut être infecté et de fait contaminer le poumon qui vient d'être récemment greffé. Alors, comment on fait le diagnostic? Généralement, il y a une suspicion clinique. On va faire un examen pour essayer de confirmer ce diagnostic. Il y aura une antibiothérapie empirique à mettre en place rapidement. Et puis, on réévalue la situation clinique généralement au 3e jour. Alors, attention aux extrapolations. La première chose, c'est que certains d'entre vous ont peut-être l'habitude des fameux seuils qui ont été érigés dans tout ce qui est diagnostic des pneumonies, que ce soit les 10 puissance 7 dans les aspirations trachéales, les 10 puissance 4 dans les lavages broncho-alvéolaires ou les 10 puissance 3 dans les brosses ou les PDP. Ça a été pas mal validé chez le patient immunocompétent, mais ça n'a jamais été validé chez le patient immunodéprimé. Donc, on manque de ces datas chez le transplanté, sachant que c'est difficile maintenant, je pense, de réaliser une telle étude avec des biopsies pulmonaires ou la culture des poumons qu'il faut explanter dans l'heure qui suit le décès du patient pour corréler ça avec l'examen complémentaire. Je pense que de nos jours, ce serait difficile à réaliser par rapport à ces études qui datent des années 80. Mais vous voyez que l'avantage du lavage broncho-alvéolaire, c'est quand vous avez fait un bon lavage, et bien de suite on peut avoir un diagnostic avec en particulier ici, vous voyez que les polynucléaires sont infectés avec ici des bacilligrammes négatifs ou ici des coccigrammes positifs. Donc ça peut vous donner déjà le diagnostic s'il y a plus de 4% de phagocytose à peu près, et ça peut vous orienter en mettant en évidence la catégorie gramme plus, gramme moins, bacille ou cocci. Et puis ça peut vous exclure une pneumopathie, c'est-à-dire que l'examen direct, vous n'avez rien, donc vous allez peut-être vous dire avec pas mal de macrophages plus que de polynucléaires, et là ça peut déjà orienter vers ce n'est peut-être pas un problème infectieux. Alors, quels sont les germes impliqués? Vous voyez qu'en gros, quand même, le pyocyanique compte pour 25 à près de 45% des germes retrouvés avec toute la problématique de mise en route d'un traitement que ça peut impliquer. Les entérobactéries, c'est un quart, et puis les staph, c'est quand même 35%. Chez nous, maintenant, c'est plutôt 20%, mais ça, c'est une tendance générale au niveau international que les staphylocoques dorés baissent plutôt dans les problèmes de pneumopathie. Alors, le choix des antibiotiques, vous allez voir, c'est pas évident. Donc, on va se reprendre le papier maintenant, qui est assez ancien, mais qui est vraiment bourré d'informations. Et cette équipe avait différencié plusieurs cas de figure. Il y avait les patients qui étaient ventilés moins de 7 jours, qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques, les patients ont été moins de 7 jours, mais qui avaient déjà reçu des antibiotiques, les patients plus de 7 jours qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques, et les patients plus de 7 jours qui avaient reçu des antibiotiques. Et vous voyez que dans cette catégorie-là, puisque c'est la catégorie généralement qui nous concerne, parce que le parcours d'un greffé, c'était avant la transplantation, plusieurs hospitalisations, souvent la mise en route d'une antibiothérapie, généralement à large spectre. Et là, dans cette équipe, ce n'était pas des transplantés, c'était des patients non immunodéprimés. Eh bien, vous voyez que les associations étaient loin de remplir le contrat, puisque même l'association imipenem, amikacine, vancomycine couvrait dans 88% des cas les germes. Et qu'en fait, nous, dans notre expérience, la meilleure association pour traiter ces pneumopathies dégreffées, c'était au départ imipenem, ciprofloxacine, une quinolone, et de la vancomycine, on arrivait à peu près à 95% de susceptibilité. Vous voyez que malgré cette biothérapie à très large spectre, eh bien, il y a quand même 5% des patients qui n'auront pas une antibiothérapie adéquate une fois le diagnostic posé.
Alors, quelles sont l'évolution d'une pneumopathie traitée chez l'immunodéprimé? La première chose, c'est quand on voit la récurrence de la pneumopathie par rapport chez des patients qui ne vont pas avoir d'autres épisodes. La première chose qui vient, c'est le score SOFA. Le score SOFA, c'est quoi? C'est un score simplement de défaillance viscérale. Donc, pour faire simple, plus le patient a de défaillance viscérale quand il acquiert la pneumopathie, et plus il a de risques de refaire une myopathie après l'arrêt du traitement. Donc la gravité du patient au moment du diagnostic est importante. Deuxièmement, le score radiologique. Le score radiologique, plus les images vont être denses au premier épisode de pneumopathie, et plus le risque qu'il refasse une pneumopathie est important. Et donc, en gros, il y a quand même 40% des patients qui vont refaire un épisode de pneumopathie après le premier épisode, avec une récidive du même germe dans 26% des cas, et une superinfection, c'est-à-dire un autre germe qui va venir se greffer dans aussi à peu près un quart des cas. Donc là, c'est pour vous montrer comment ça se passe entre les récidives et les non-récidives. Et vous voyez très bien que le score SOFA, donc les défaillances viscérales, s'amendent chez les patients qui vont guérir de leur pneumonie, alors qu'ils persistent chez les patients qui vont refaire une pneumonie, comme est indiqué en A, en haut à gauche. Vous voyez qu'on est très déçu que la pneumopathie, les leucocytes ou la CRP ne sont pas très discriminants entre les deux patients, et par contre le score radiologique est également discriminant. Quand on reprend la littérature quand même, la valeur de la CRP est associée au risque de pneumopathie nosocomiale chez l'immunodéprimé, et la dynamique de décroissance de la CRP est également importante. Défaillance viscérale, ça c'est un facteur de risque clairement identifié. Et puis la sévérité de l'atteinte pulmonaire est également liée à la récidive de la pneumopathie nosocomiale. Plus vous êtes ventilé, évidemment, plus vous avez de chances de refaire une pneumopathie. La trachéotomie, vous voyez qu'on en fait beaucoup plus dès que le patient fait plusieurs récidives de pneumopathie. Ces patients-là restent plus longtemps en réanimation. Et en fait, la mortalité est la même chez les patients qui font ou pas une récurrence, parce que probablement la gravité de ces patients est déjà extrêmement sévère, et qu'en fait l'effet pneumopathie est un peu annihilé. Ce qui compte en fait, c'est la présence des défaillances viscérales et la sévérité de la maladie. Voilà, donc quand on voit le tableau, les réponses cliniques et biologiques, ça survient dans les 6 jours. Au départ, on fait 3 jours parce que c'était l'étude de Singh qui était sortie il y a maintenant une vingtaine d'années, où elle mettait tout le monde sous antibiotiques, puis on réévaluait le patient au bout de 3 jours. Vous voyez, chez l'immunodéprimé, ça prend plus de temps pour avoir une réponse clinique, c'est au moins 6 jours. Et puis les épisodes sont dus à des germes potentiellement multirésistants. Il y a à peu près 40% des germes qui sont multirésistants. Voilà, donc on refait l'évaluation. Vous avez traité votre pneumonie, il n'y a pas de récurrence, et le patient ne s'est pas franchement amélioré ou persiste toujours des images. Il est toujours hypoxémique, et là on va se poser la question de la réalisation de biopsies transbronchiques. Donc les biopsies transbronchiques, on les réalise seulement quand on a les résultats évidemment négatifs des prélèvements bactériologiques, et on va se poser la question seulement s'il y a un impact sur le management thérapeutique de ces patients. Alors, il y a pas mal de contre-indications, évidemment l'écoagulopathie, le fait d'être thrombopénique, le fait de souffrir d'hypertension artérielle pulmonaire, et ça c'est important parce que dans l'hypertension artérielle pulmonaire, quand on greffe les patients, ou même dans les autres étiologies, il peut y avoir des œdèmes de reperfusion qui peuvent augmenter les résistances vasculaires pulmonaires, au moins transitoirement.
Et donc, il faut bien se méfier parce que quand on a de l'hypertension artérielle, quand on réalise des biopsies, le risque de saignement est très fortement augmenté. Alors, il y a des règles pour biopsier, en particulier, généralement, on ne biopsie pas dans les lobes moyens ou la lingula à gauche, parce qu'il y a les fissures juste à côté, et puis on essaie de ne pas le faire dans les lobes supérieurs. Ceci, ça saigne, c'est beaucoup plus difficile de manager le saignement. Les complications avec le pneumothorax, c'est 1 à 4%, mais ça, c'est patients ventilés et non ventilés, hein. C'est tout venant, ce n'est pas spécifique en réanimation. Et oui, que le saignement varie de 1,2 à 40%, mais le saignement qui est, on va dire, significatif d'un point de vue clinique, plus de 50 ml, c'est 1 à 2%. Puis c'est quand même un geste qui peut tuer les patients autour de 0,1% quand même. Alors généralement, vous voyez que ça, c'est sous scopie. Généralement, c'est conseillé de faire les biopsies transbronchiques sous scopie, en particulier chez les patients qui ne sont pas ventilés. C'est pour des raisons, ça évite de faire des radios secondairement. Je dois dire qu'aux États-Unis, là, c'est à peu près 75% des pneumologues américains font ça sous fluoroscopie. Nous, à Marine-la-Longue, comment ? On mise tout sur la chance. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la fluoroscopie. Mais en fait, la fluoroscopie, c'est plus pour éviter le risque de pneumothorax, pour ne pas aller trop loin et aller biopsier la plèvre, que pour éviter le risque de saignement. Parce que le risque de saignement, ça ne va pas vous dire où est le vaisseau. Par contre, ça peut avoir un intérêt pour éviter le pneumothorax. Alors ensuite, comment ça se passe? Alors il y a visiblement dans l'expérience de l'association pour les bronchoscopies, vous pouvez soit le faire en étant dans une bronche proximale, ou alors se wedger. Et moi je pense, dans mon expérience en réanimation, c'est pas mal de se wedger, parce que si ça saigne, on peut faire un peu de suite, on peut obstruer la bronche concernée par le fibroscope et ensuite injecter les solutions telles que la xyloadrénalinée, l'hexacil ou du sérum glacé ou parfois même du Novo7. Il y a eu plein de case reports avec plein de techniques pour essayer de tarir les hémoptysies. Donc, quelques pense-bêtes pour les patients, c'est que normalement, une biopsie, ça fait pas mal, puisque le poumon n'est pas vascularisé, mais si on va très loin sur la plèvre, ça peut faire mal. Et puis, donc, éviter la lingula, et puis les lobes, le lobe moyen, et puis aller biopsier en périphérie, parce qu'évidemment, les vaisseaux sont plus petits qu'en proximal, où on risque, si on a un saignement, il risque d'être beaucoup plus problématique. Alors ça, juste pour vous montrer l'expérience de Marine-la-Longue. Donc là, ça va concerner, vous voyez, 178 transplantations. On a fait 102 biopsies transbronchiques, c'est 76 patients. Donc il y a à peu près 40% des malades qui vont avoir une biopsie transbronchique alors qu'ils sont hospitalisés durant leur séjour en réa. On ne s'est pas intéressé à ce que font les pneumologues dans le suivi en sortant de réa. Ça ne concerne que la réanimation. Voilà, les étiologies, beaucoup d'HTAP. Vous voyez que généralement, le traitement c'est corticoïdes cyclo et le mycophénolate. Et là, il y avait 16% des patients qui avaient reçu un traitement d'induction avec le Simulec. Alors, quand on regarde la première série de biopsies transbronchiques, généralement, on les réalise à peu près 2 semaines, plus ou moins 1 semaine après la transplantation. Et voilà ce que ça a pu apporter, les rejets, du dommage ovulaire, de la boupe, de l'inflammation, et c'est non contributif dans à peu près moins de 5% des cas. Donc, c'est quand même une rentabilité qui peut être pas mal. Et vous voyez, surtout, il y a les lésions associées, donc ça a eu un impact sur la stratégie thérapeutique dans 70% des cas. Parce qu'évidemment, pour les rejets, on a un traitement.
Pour le DAD, vous verrez, il y a un traitement. Et sur la BOUP également. Vous me direz, le traitement, c'est toujours pareil, ce sont les corticoïdes. Mais enfin, pour les rejets, on peut augmenter, on peut rajouter des médicaments, en particulier les thymoglobulines, quand le rejet est sévère. Et ça permet également de moduler les doses de corticoïdes, parce que tous les traitements qu'on fait, il y a un moment donné, on passe à la caisse pour en payer le prix. C'est-à-dire pour les hautes doses de corticoïdes, c'est un facteur de risque ensuite de champignons, d'infections opportunistes, de récidives de pneumopathie, plus encore si on met en route des thymoglobulines, outre les effets secondaires immédiats, il y a les effets secondaires à distance. Donc impact sur la stratégie des premières séries, 70%. Deuxième série, il y a certains patients. Alors, pardon, on va finir sur la première série. Vous voyez que près de 70% d'entre eux étaient ventilés. Ça a un vrai impact, hein, parce que quand même, les patients, ils ont une durée de séjour en réanimation qui est prolongée. Et quand on s'intéresse à la deuxième série qui n'ont concerné que 19 patients, c'est-à-dire qu'on traite une première fois, et puis le patient reste hospitalisé, c'est les patients souvent les plus graves. Vous voyez, généralement, on refait une série de biopsies chez eux au bout d'1 mois après la transplantation. Et là encore, diagnostic de rejet, de DAD, de BOUP, impact sur la stratégie thérapeutique, de nouveau dans près de 80% des cas. Donc certes, c'est un examen complémentaire invasif, qui a de vrais risques, mais qui a un véritable impact sur la stratégie thérapeutique. Donc les complications, hémoptysie dans 5% des cas, les hémoptysies qui ont été sévères, c'est à peu près 2% des cas. Peu de pneumothorax, mais probablement parce que les premières séries, de temps en temps, ils ont encore les drains qui sont en place. Pas de complications létales. Et avec dans la littérature, on trouve un taux d'hémoptysie autour de 4 à 8%. Alors quand on regarde une autre équipe, en particulier, là c'était celle de Bichat, vous voyez le nombre de biopsies, vous voyez ça survient vraiment lors du premier mois, c'est là où on réalise le plus de biopsies transbronchiques. Et vous voyez qu'ici c'est à peu près pareil, hein, donc on fait on réalise le lavage broncho-alvéolaire. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que là, dans ce cadre-là, ils ont un diagnostic de rejet. Okay, donc, ils vont mettre en route une thérapie anti-rejet. Dans 100% des cas, ça semble tout à fait correct. Là, il y a de l'infection, il n'y a pas de rejet. Eh bien, quand il y a de l'infection, même quand il n'y a pas d'infection, il y a quand même près d'un patient sur 2 qui va être traité pour son rejet. Donc, il y a la confiance dans le résultat de l'examen qui n'a pas l'air optimisé dans la prise en charge, en tous les cas pour cette équipe. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on fait des biopsies, on fait prendre quand même des risques aux patients. Si c'est pour finalement qu'un sur 2 en est, on considère que ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, quand on n'a pas de suspicion de rejet aux biopsies, ça n'entraîne pas la mise en place d'un traitement immunosuppresseur, vu les effets secondaires des immunosuppresseurs. Mais ça, nous, c'est 3. C'est 3. La recommandation internationale, c'est au minimum 6. Mais nous, on en fait 3. Et dans notre expérience, les résultats donnés avec 3, l'anapath arrive dans 95% des cas à nous répondre de façon certaine. Alors évidemment, le rejet, c'est assez diffus, mais enfin, on n'a jamais... l'évolution de notre série après montre que c'est une stratégie quand même payante. Et vous voyez d'ailleurs, c'est que quand les patients n'ont ni infection ni rejet et qu'on les traite quand même pour un rejet ou pour une infection, eh bien le taux de réponse n'est que de 60%, à peu près 60%, alors que pour les autres, on approche évidemment de 100%. Alors, il y a la forme que vous avez vue, il y a les rejets qui peuvent être diagnostiqués par les biopsies, puis il y a le concept de BOUP.
Et donc, la boupe est une complication importante après les transplantations. Ça, c'est présent chez à peu près, on va dire, 13 à 15% des malades. Alors, dans cette étude, vous voyez, 10% des patients vont présenter une boupe. Le délai d'apparition, vous voyez que c'est de 1 à 43 mois. Donc, il y a des patients qui, en réanimation, peuvent déjà présenter une boupe, en particulier après des épisodes de rejet ou des épisodes de pneumopathie. Ça se traduit radiologiquement par des infiltrats diffus localisés, mais parfois la radio pulmonaire est quasi normale. Et puis il y a souvent des diagnostics associés. Et là, dans cette série, mais une fois de plus, ce n'est pas la série de réanimation, il y avait un patient sur 2 qui décédait une fois que le diagnostic était posé. Donc, ce qui est important, c'est que y a des aspects typiques de BOOP, et généralement les anapathes qui ont l'habitude de s'occuper des biopsies transbronchiques ne le loupent pas. Et ça, en particulier, vous voyez, ça c'est tous. Alors évidemment, la définition, là, c'est pas terrible. Mais voilà, ça c'est Vincent de Montpreville, qui est notre anapathe, qui m'a aimablement prêté ces coups. Vous voyez que c'est vraiment des îlots au sein de la biopsie avec des lymphocytes, et on ne peut pas se tromper sur le diagnostic de BOOP. Et c'est important parce que la BOOP, répond très bien aux corticostéroïdes. Il y a une vascularisation qui est importante, il y a une activité apoptotique qui est également élevée, et donc ça répond bien à la corticothérapie. Et puis depuis quelques années, nous on s'était posé la question, on ne comprenait pas bien, il y avait des patients qui avaient des poumons blancs, qui avaient du SDRA, et puis on faisait le lavage, il n'y avait rien, on faisait des biopsies, il n'y avait pas de rejet, il n'y avait pas de BOOP. Et puis on nous disait, mais il y a un aspect de DAD, de diffuse alvéolaire damage. Bon, alors on s'est un peu intéressé à ça, et ce n'est pas une entité clinique, c'est une entité anatomo-pathologique que les anapathes connaissent pas mal. Et effectivement, c'est la lésion la plus typique du SDRA, c'est-à-dire que dès qu'on a les deux poumons blancs, que ce soit dû à un virus, que ce soit dû à une bactérie ou que ce soit dû à autre chose, par exemple une pancréatite aiguë, eh bien on a ces deux poumons blancs, et la lésion anatomique, c'est du dommage alvéolaire diffus, et ça comporte une atteinte épithéliale et une atteinte endothéliale. Alors ça, c'est important parce que vous voyez, dès qu'on a ça, alors il faut imaginer le post-op de transplantation, il y a toute une phase en post-opératoire immédiat où il va y avoir un œdème de reperfusion. Et donc, évidemment, ça va se chevaucher avec cette entité, puisque là, vous avez l'œdème. Mais ce qui va faire la différence, c'est que rapidement, l'œdème, normalement, diminue et que coexiste en même temps l'apparition de membrane hyaline. Vous voyez que c'est très rapide. C'est quasiment au bout de 2 jours, il y a déjà l'apparition de membrane hyaline, une hyperplasie des pneumocytes, et puis très rapidement commence aussi la période fibrotique. Alors, les causes identifiées de dommages alvéolaires, vous voyez que pour nous, ça c'est toute une série chez les immunodéprimés, non immunodéprimés, mais chez les immunodéprimés, vous voyez, la transplantation, ça peut être une cause de dommages alvéolaires au même titre que les pneumopathies ou les médicaments. Dans cette série-là, dans 37% des cas, ça survient dans les 3 mois après la transplantation. Et eux, ils avaient montré, cette équipe, qu'il y avait un lien entre la dysfonction primaire du greffon et la survenue secondaire de dommages alvéolaires. Ça augmentait la mortalité précoce. Et puis à terme, ça faisait le lien avec l'apparition d'une bronchiolite oblitérante. Alors, voilà en gros ce à quoi on est confronté. On a affaire à 2 poumons blancs, et puis on est un peu comme une poule devant un couteau. On se dit, mais il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de rejet, que ce soit cellulaire
ou humorale, les anticorps sont négatifs. On est à distance de la période de dysfonction primaire du greffon. Et donc, on va réaliser, ces patients qui sont quand même précaires, il y a eu des biopsies de réalisées. Et donc, ça, c'est notre expérience à peu près, il y a 40% des malades donc, qui ont eu des biopsies pour un SDRA inexpliqué, et pas de pneumonie, pas d'OAP cardiogénique, pas de dysfonction primaire du greffon. Voilà les différences, voilà les caractéristiques des populations. Vous voyez que ceux qui ont fait le dommage alvéolaire, il y avait beaucoup plus d'hypertension artérielle, pulmonaire, et il y avait l'utilisation d'ECMO, de CEC beaucoup plus fréquemment également. Nous, il y a eu à peu près, l'incidence, c'était 20% de patients qui donc présentent un DAD. Ça survient à peu près une semaine après la transplantation. Et il y a déjà, chez près de 60% des patients, un début de fibroprolifération, donc un début de fibrose pulmonaire. Et donc le traitement, ce sont les corticoïdes à 2 mg kilo. Et vous voyez ici que rapidement, vous avez des effets. Très rapidement, au bout de 72 heures, vous voyez déjà que les densités pulmonaires vont s'amender, que le rapport PaO2 sur FeO2 met plus de temps, lui, à augmenter, que le score de défaillance viscérale diminue également, et que par contre, la CRP diminue drastiquement très rapidement. Donc, pour vous montrer, donc, c'est toujours ce patient, la première radio. Vous voyez qu'on instaure les corticoïdes 2 mg kilo et que dès la 72e heure, il y a une amélioration spectaculaire de la radio qui revient quasiment à l'état normal au bout d'une semaine. Allons bon. Ah, il ne faut pas redémarrer, hein. Parfait, super. Attends, c'est peut-être au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect typique de DAD, hein. Donc on a une prolifération fibroblastique, l'hyperplasie des pneumocytes et surtout la présence de membranes hyalines. C'est ça qui fait le diagnostic. Les anapathes tiennent beaucoup à ce qu'il y ait dépôt de membranes hyalines. Alors, au bout de 15 jours, il y a eu un patient qui a eu de nouveau des biopsies au bout de 15 jours. Eh bien, les alvéoles sont nettoyées, les parois alvéolaires sont fines et il y a disparition de l'hyperplasie. Il y a eu une restitution à d'intégrum et ça, c'est bien connu de certains SDRA. Il y a certains SDRA qui peuvent revenir avec récupération à d'intégrum. Mais il peut y avoir une évolution possible vers la fibrose avec persistance de l'hyperplasie des pneumocytes et puis la présence d'îlots de fibrose pulmonaire. Alors, pas beaucoup de différence, hein. Nous, on n'a trouvé pas de différence entre le DAD et les patients qui n'ont pas de DAD. Durée de ventilation mécanique qui vont être similaires. Taux de pneumopathie secondaire non significative statistiquement. Et puis la mortalité, 11% versus 18% qui reste non significatif. Voilà, donc c'est très bien identifié, hein, ce concept de DAD. Et ce qui est important, c'est que dans ce cas-là, les corticoïdes marchent. Et pourquoi ça interpelle? Parce que quand vous prenez des patients non immunodéprimés qui font un SDRA, il y a eu de nombreuses études, il y a eu des dizaines d'études d'utilisation des corticoïdes chez ces patients avec un SDRA, précoce ou tardif. Toutes les études ont été négatives, tant sur l'évolution que sur la mortalité ou plein de paramètres. Là, ici, vraiment, c'est vraiment spectaculaire, l'utilisation des corticoïdes. Voilà, donc j'espère que vous avez été convaincus que les biopsies transbronchiques ont donc une place indiscutable dans la prise en charge des greffés dans la période post-opératoire immédiat. Il y a des complications, mais le taux de complications est acceptable. Et depuis quasiment 10 ans, on n'a jamais eu un décès en lien direct avec la réalisation de biopsies transbronchiques. Vous avez
compris aussi qu'il y avait un fort impact thérapeutique. Hein, c'est 75 à 80% de changements thérapeutiques. Et donc, on met souvent en évidence des entités qui sont potentiellement curables. Voilà, je vous remercie. Merci François. On a le temps pour quelques questions encore. Alors, je me fais l'avocat du diable. Tu montres qu'en effet, dans 70% des cas, on a une intervention thérapeutique. Et globalement, la majorité des interventions portent sur l'utilisation des corticoïdes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que si on éliminait une infection, que les DSA sont négatifs, on ne mettrait pas des corticoïdes d'emblée? Alors, ça, c'est à chaque fois des grandes discussions qu'on avait, il y a la dose de corticoïdes. C'est-à-dire qu'en fonction des gradations de rejet, vous voyez que la boupe, c'est 1 mg kilo, le DAT, c'est 2. Les rejets, ce qu'on appelle grade 1, pour simplifier. Nous, notre protocole, c'est 3 bolus de 120 mg. Dans les rejets grade 2, c'est 3 bolus de 500 mg, donc ça fait 1,5 g de corticoïdes. Donc je pense que c'est important de savoir ce qu'on va traiter pour adapter les doses. Sachant que parfois, on a eu un cas où c'était un rejet grade 3-4, puisqu'il y avait des nécroses cellulaires, et là, on était passé directement aux thymoglobulines. Donc je pense que c'est dans cette stratégie-là, c'est pour adapter au mieux aussi les doses de corticoïdes. L'impact n'est pas immédiat sur les complications, mais à terme, on en paie le prix. Ok. D'autres questions? Les lésions de dommages alvéolaires diffus, là, elles sont décrites aussi dans les rejets grade 4, enfin les rejets de grade élevé. Est-ce que là, on n'est pas juste en train de traiter un rejet aigu sévère? Alors, c'est une bonne question. Ça avait été soulevé évidemment et effectivement par les reviewers. Nous, on n'avait pas la coexistence de nécrose, de rejet sévère, ou même la présence de rejet tout court. C'est pour ça qu'on a parlé de DAD isolé et non pas en lien avec un rejet. De toute façon, je pense que dans un rejet très sévère, comme tu le décris, à ce moment-là, les 2 mg de corticoïdes, généralement, sont largement insuffisants pour traiter de telles formes de rejet, dans notre expérience. Mais effectivement, le DAD, c'est toujours il y a une cause en tous les cas. Généralement, nous là, c'est idiopathique, mais tu as vu qu'il y avait beaucoup d'étiologies, sinon répertoriées, qui conduisent à un DAD. Le DAD, c'est une entité finale, quoi. Là, simplement, on ne met pas en évidence d'entité, mais peut-être qu'on passe à côté d'autres choses qui ne sont pas pour l'instant décrites ou où on ne se donne pas les moyens de les mettre en évidence. Mais la conséquence clinique, c'est que ça répond bien à 2 mg kilo de corticoïdes pendant 15 jours. Ok, merci beaucoup. Merci François. Merci Jérôme.